ouais, je pense que maintenant c'est bon. Tac. Ok, bon, on est une petite dizaine là, on dirait. Ouais, c'est pas mal. Ah ben voilà, c'est prêt. Bah du coup, merci à ceux qui sont présents actuellement de venir pour le premier événement Talos au micro. Bonsoir à tous Donc ceux qui m'écoutent. voilà. Du coup, je vais vous représenter encore ce soir, c'est Trigor qui va parler. Il va nous parler un peu du coup des égrégores, en présentant notamment le concept, et aussi il va aller un peu plus loin à partir de cette notion-là des égrégores. Et ensuite, vous aurez la possibilité, après, du coup, euh, de discuter un peu de tout ça. Voilà, D'avoir un petit je te laisse la parole. échange, des Ouais. questions-réponses, des contradicteurs. Voilà, je me nourris de tout ça. J'espère que vous vous nourrirez de ce que je vais vous apporter là. Alors, je vous ai préparé donc un petit résumé de mon travail. Donc bonsoir. Bonsoir du soir, je suis Trigor, donc passionné de psychologie, d'ésotérisme et de comment ces deux mondes peuvent se rejoindre et s'apporter des choses mutuellement. Euh, et de Rookin, évidemment, Robin me connaît très bien. Donc je vais vous parler ce soir des égrégores. Il s'agit à la fois d'un nouvel objet de connaissance et à la fois de quelque chose de connu depuis la nuit des temps. Donc n'hésitez pas à prendre des notes pour l'échange avec vous qui va suivre, si vous avez des questions, des points sur lesquels vous avez envie de revenir. Et donc pour percevoir cet objet mystérieux, ces égrégores, nous allons ce soir nous positionner à la frontière entre la réalité et la fiction. Il est possible que vous allez entendre des bêtises un petit peu superstitieuses, sans queue ni tête, que cet objet épistémique ne soit tout simplement pas pour vous, car il n'est pas très rationnel, après tout, enfin du premier abord en tout cas. Il est possible aussi que vous vivrez cela comme une révélation, mettant des mots sur des choses que vous ressentez déjà au fond de vous, et que de le voir de manière aussi concrète, cela puisse avoir des retombées sur votre vie, votre couple, votre travail, vos opinions politiques et croyances superstitieuses. Alors, est-ce que vous devez avoir peur ou pouvez-vous être rassuré? Eh bien, j'ai bien peur qu'avec les égrégores, l'un n'aille pas sans l'autre. Donc, si vous êtes un petit peu fragile psychologiquement, je vous conseille de partir tout de suite. Car c'est une connaissance qui, si on n'en maîtrise pas les tenants et aboutissants, euh, peut potentiellement nous faire devenir fous. Au contraire, chez d'autres, ça peut provoquer un effet de tombée de domino assez jouissif, qui finit par les faire rejoindre ce qu'on appelle la tradition primordiale. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est une secte? Est-ce que c'est une technologie, une découverte scientifique? Est-ce que c'est une recette de cuisine? Et pourquoi est-ce que vous n'êtes pas au courant? Et vous entendez que je suis en train de scroller mon petit texte, euh, qui est une succession de petites prises de notes et de penses-bêtes, afin que je puisse, pour cette première mini-conf, ne pas trop me perdre dans mes propos. Car je suis un homme assez désorganisé, n'est-ce pas? Donc, euh, du coup, les égrégores. En fait, vous êtes déjà au courant, vous connaissez déjà tous au fond de vous ce qu'est un égrégore. Mais peut-être avez-vous désappris. Peut-être qu'on vous a tapé dessus jusqu'à ce qu'on soit certain que vous ne voyez pas le monde de cette façon. Car observer un égrégore le modifie et vous extrait de son influence. Car voici le postulat de ce soir. Vous êtes influencés tous, et moi-même, nous sommes tous influencés par des égrégores. Vous vous dévouez à des égrégores, vous obéissez à des égrégores, vous tombez amoureux d'un égrégore, et jusqu'à la fin de votre vie, vous vous rendez compte que vous vous êtes sacrifié pour des égrégores. Avez-vous compris que nous allons faire de la métacognition, c'est-à-dire penser à nos objets de pensée? Et ces objets de pensée, nous pouvons les concevoir comme existant dans la tête d'un individu, mais aussi dans l'esprit collectif d'un groupe de personnes. Si je vous dis que les joueurs d'une équipe de foot partagent le même égrégore, qu'ils partagent aussi avec leurs supporters, et que ces derniers, lors d'un match, envoient toute leur énergie dans cet égrégore, énergie qui serait donc redistribuée aux joueurs. Est-ce que c'est rationnel comme point de vue de dire qu'un objet de pensée puisse être partagé, que cet objet de pensée puisse servir de vecteur énergétique? C'est donc la question que nous allons poser ce soir. Imaginez, Monsieur X a un secret.
et le partage avec 12 copains. Donc l'égrégore du secret est maintenant vivant grâce aux 13 personnes qui s'y dévouent. Mais si jamais toutes ces personnes meurent, ou si le secret, pour une raison ou une autre, n'est pas gardé dans leur mémoire, alors on dira que l'égrégore est mort, qu'il s'est évaporé. Ainsi, on commence à voir comment on peut rationnellement prendre cet objet en main. Un égrégore n'a d'existence réelle que lorsqu'il existe encore quelqu'un pour y penser. À partir du moment où plus personne n'y pense, l'objet de pensée a disparu. Et donc, si ce secret partagé avec les 12 apôtres n'est pas un secret et qu'il se diffuse partout sur Terre, alors l'égrégore du christianisme est bel et bien toujours présent aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il a les mêmes effets. D'ailleurs, il s'est scindé en plusieurs autres égrégores, les catholiques, les protestants, et même les satanistes dans un sens, sont la conséquence de cet égrégore premier, de cet objet de pensée que l'humanité a fait vivre et fait encore vivre aujourd'hui. Vous voyez qu'avec cet objet de connaissance générique, on peut tracer une généalogie des objets socioculturels. Ça peut être des idéologies, des religions, etc. Merci pour vos encouragements dans les commentaires. Que je regarde quand j'ai un petit temps, n'est-ce pas? Donc, les égrégores n'existent pas, évidemment. Mais tout se passe comme si c'était le cas. Et j'aime bien cette expression, tout se passe comme si c'était le cas, parce que pour moi, toute bonne théorie est une théorie du tout se passe comme si c'était le cas. Par exemple, le gène égoïste de Richard Dawkins. Eh bien, tout se passe comme si le gène égoïste, patati patata. Bref, tout se passe comme si les égrégores existaient et nous influençaient. Donc on peut dire dans un sens qu'un objet de pensée existe tant que l'on ressent sa pression et son influence, ou tant qu'il nous oppresse ou qu'il nous manipule. Car parfois nous avons beau être conscients, moi je, c'est moi qui décide, en réalité nous ne pouvons que subir le poids de certains objets de pensée. Par exemple les personnes qui ont des TOC, en mode «Ah c'est plus fort que moi, il faut que je remette ce machin droit, sinon ah putain ça m'emmerde, il faut que j'apporte de l'ordre». Et remarquez que les TOC visent toujours à apporter de l'ordre, jamais le désordre. Je n'ai pas le temps de développer là-dessus, mais vous avez là une piste pour découvrir la physique de ces objets de pensée. De même, quand on va au coiffeur, et vous allez me dire non, on va chez le coiffeur. Est-ce que cette pensée vient de vous, ou est-ce que vous avez un égrégore de la grammaire française qui a pris le contrôle de votre comportement? Qui est le sujet de l'histoire de votre vie, en fin de compte? Est-ce que c'est vous-même avec votre libre arbitre? Ou alors, est-ce vos idées qui vivent leur vie dans votre tête en attendant la première occasion pour décider à votre place? Et bien, dans un sens, on peut dire que les deux sont vrais. Imaginez, un monde merveilleux rempli de cerveaux vierges, et des milliards d'idées prêtes à sauter dedans pour en prendre le contrôle. Quelles sont les idées qui réussissent à prendre possession de vous? Comment est-ce qu'une idée fait pour survivre dans votre esprit, pour ne pas disparaître? Alors, il y a plusieurs méthodes. La principale est d'être copain avec d'autres idées qui ont déjà le contrôle de votre cerveau. La première d'entre elles, c'est le premier égrégore auquel nous nous dévouons, c'est notre moi-je, notre ego. En mémétique, on appelle ça le moi-plex. Si une idée arrive à être copine avec notre ego, elle commencera à faire partie de notre identité. Elle ira rejoindre toutes les autres idées sur ce grand bateau du moi. Et quand une idée est bien accrochée au moi, si bien qu'elle fait partie des pièces du bateau, on appellera ça la fusion narrative. Et je fais une dédicace à Robin. C'est quand la fusion narrative, c'est quand je suis ce que je me raconte que je suis. Je répète, je suis ce que je me raconte que je suis. Par exemple, si je suis en fusion narrative avec l'égrégore de la patrie, et qu'on attaque la patrie, eh ben c'est moi qu'on attaque. Parce que j'accepte de me raconter que la patrie, c'est moi, je fais être l'entité patrie par mon auto-sacrifice. Je suis ce que je me raconte que je suis. C'est uniquement par l'auto-sacrifice de plein de gens qui décident d'être ce qu'ils se racontent qu'ils sont, que vivent des entités telles que les États, les sociétés, les associations, les familles, les couples, etc. Ça, ce sont les égrégores les plus évidents à découvrir quand on découvre le concept. Si vous cherchez égrégore sur Internet, vous allez avoir plein de sites un petit peu conspi qui vous racontent les égrégores des équipes de foot, des religions, des États, des machins. C'est le plus évident à trouver, entre guillemets. C'est ainsi donc que les idées parviennent à survivre dans nos cerveaux, qu'elles se servent de nous comme matière première. Donc, analyser le monde en termes d'esprit de groupe qui influence et manipule les groupes, je prétends que ça peut être pertinent, efficace, révélateur. Le seul danger est de ne pas devenir fou lors de la crise existentielle qui vient avec.
car en remettant tous ces objets de pensée, tous ces égrégores en perspective, en mode, en fait, c'est mes objets de pensée qui se servent de moi pour être, on se rend compte de la totalité de ce que nous pouvons connaître. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On se rend compte, donc, comme disait Joseph Campbell, qu'on ne peut faire la même chose qu'on ne peut que faire la même chose que tout homme depuis la nuit des temps, c'est-à-dire mourir pour des métaphores. Avec cette grille de lecture, nous rendons compte que nous ne pouvons connaître, aimer, détester, taper que des égrégores, que des objets de pensée. Ça peut être déboussolant, voire triste de penser ça, mais ça peut aussi donner des pistes philosophiques intéressantes. Par exemple, imaginez, ma copine m'a énervé. Ça fait 3 fois qu'elle fait ces trucs là qui m'énervent alors que je lui ai dit d'arrêter. Donc mon objet de pensée, mon égrégore de ma copine, la représentation que j'ai d'elle dans ma tête, ne me fait plus du tout chaud au cœur. Au contraire, je la vois comme un truc hideux. Alors j'insulte ma copine pour, en réalité, insulter le monstre qu'il y a dans ma tête. Mais dans la réalité, c'est ma copine qui se trouve insultée et blessée. Car dans la réalité, elle est toujours une personne et pas un monstre. Et maintenant, elle est en train de chialer. Et dans ma tête, maintenant, je suis deg parce que je me dis merde, maintenant c'est moi le truc hideux et débile. Alors je m'en veux et je m'insulte moi. Et le nouveau monstre dans ma tête, c'est moi. Je suis qu'un abruti. Pourquoi j'ai fait ça? Sauf que de me dire ça, dans la réalité, c'est l'être humain sensible que je suis qui l'entend et qui s'en affecte. Résultat des courses, aucun monstre n'a été blessé, nos êtres humains ont été touchés. Et il ne nous reste que nos yeux pour pleurer. Alors je parlais de monstres, mais j'aurais pu voir un autre archétype. Nous voyons certaines personnes comme des anges, d'autres comme des serpents. La métaphore fait partie intégrante de notre système de représentation. Je dirais même, la métaphore est notre système de représentation. Et si cette métaphore change, c'est notre comportement qui change avec. C'est ainsi que notre mythologie mentale, le monde de l'esprit, agit sur le monde de la matière. Et la matière, c'est nous, bien sûr. Alors, je vous ai menti en disant qu'il y aurait des idées qui chercheraient à imprégner des cerveaux vierges. Car si c'était le cas, les meilleures idées se diffuseraient et dirigeraient le monde. Or, vous savez comme moi que le potentiel viral d'une bonne grosse fake news explose celui d'une news plus parcimonieuse, plus éthique et potentiellement plus véridique. Ce n'est donc pas les bonnes idées qui se diffusent, et pourtant quelque chose se diffuse. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous faire cadeau d'une phrase magique qui me sert tous les jours. Il n'existe que des fonctionnements, jamais de dysfonctionnements. Quand on dit qu'une mauvaise idée se diffuse, ce n'est pas ce qui fonctionne. La question c'est qu'est-ce qui fonctionne? Et avant de continuer, je vais lire un petit peu le chat. Donc la question c'est qu'est-ce qui fonctionne avec les fake news, justement? Ce qui ferait la diffusion d'un égrégore, ce ne serait pas donc la pertinence de son idée. C'est quoi alors? Vous me direz, ah bah c'est les émotions. Les fake news tapent dans les émotions primaires. Et je vous dirais, oui, bien sûr, les émotions jouent. Mais il y a beaucoup d'histoires qui nous provoquent des émotions et qui pourtant sont mises sous le tapis. Parce qu'elles sont peut-être tabous, ce genre de choses. Les émotions ne sont donc pas le critère décisif. Ce qui fait la propagation d'un égrégore, ce n'est pas la pertinence de son idée, ce n'est pas la qualité de son émotion, c'est quelque chose d'autre qui est connu depuis la nuit des temps et qui pourtant est mis de côté aujourd'hui. Nos idéologies un petit peu scientifisées et culturellement pro-rationnelles ont consciemment rejeté ce qui fait la prégnance et la puissance des objets de pensée. La réponse se trouve dans un angle mort de la pensée rationnelle. Alors même que tout le monde tourne autour, quand on parle de marketing, de storytelling, on a le doigt dessus. On croit avoir trouvé, mais le concept s'effrite comme du sable en main, car le marketing, le storytelling, c'est l'art de raconter des bonnes histoires, c'est ça? Ce qui fait la puissance d'un égrégore, ce serait le fait qu'il soit une bonne histoire. Mais ça veut dire quoi une bonne histoire? Qu'est-ce qui fait que cognitivement, cette histoire-là, oui, je mange, et l'autre histoire, non, je ne veux pas entendre parler, merci. Non, mais c'est certainement vrai, tragique, d'accord, mais je ne veux pas en entendre parler. Qu'est-ce qui fait ça? Eh bien, une bonne histoire, pour notre cognition, c'est un mythe. Plus précisément, un mythe compatible avec les mythes déjà en place en nous. Et là, nous nous trouvons dans ce qui fait le cœur de mon travail, et c'est là que moi je marche sur un fil assez ténu, assez précieux, assez fin. Car je crois bien que personne n'avait jamais dit ça avant moi. Je suis Trigor le vaniteux. Et ce qui fait la présence d'un objet de pensée, c'est la puissance de son mythe. Et le pire là-dedans, c'est que
c'est pas fini, je vous parle de mythe avec une définition très très précise. Un mythe n'est pas une histoire ancienne. Un mythe n'est pas une histoire fausse. Un mythe n'est pas non plus une histoire vraie. Un mythe est une histoire sacrée. Un mythe est une histoire sacrée. Voici ce qui se trouvait, selon moi. Gros comme un camion, évident comme bonjour. Voici donc ce qui se trouvait dans cette tâche aveugle de la pensée rationnelle à propos de la psychologie. Le sacré, ça existe, c'est présent cognitivement. Nos objets de pensée sont des histoires sacrées, ce sont des mythes. Et tous les mythes anciens et modernes que nous connaissons ne sont que conséquences des batailles mythologiques qui se jouent dès le phénomène de perception, qui ressortent par le langage, qui se réimprègnent dans les mémoires, se transmettent, etc., chez des personnes aux mythes compatibles. C'est la définition que je donne au début du bouquin. Les égrégores sont des objets mythologiques à dévotion sacrificielle. C'est-à-dire que nous nous dévouons sacrificiellement pour des mythes, c'est-à-dire des narratifs à prégnance sacrée. Alors, qu'est-ce que le sacré, me direz-vous? Le sacré, c'est l'affection d'une valeur symbolique, mais j'y reviendrai. Donc, c'est en affectant sa matière première, c'est-à-dire vous, par la puissance d'une valeur symbolique, que la matière va s'animer, comme un pantin qui prend vie, comme un Sims, pour aller satisfaire ses égrégores. S'il m'arrive de dire vos égrégores, n'oubliez jamais que c'est en fait ceux auxquels vous appartenez, ceux pour lesquels vous vous sacrifiez. Alors, la plupart de nos égrégores sont sains. Ça peut être votre famille, votre travail, votre couple, votre pays, si vous êtes patriote ou révolutionnaire. Super, on est OK avec ça. Ça peut être aussi une marque de smartphone, un régime alimentaire, une mode vestimentaire. Nous nous dévouons tous à des égrégores qui font partie intégrante de notre identité, et de notre identité même revendiquée. Et le mot dévotion, quand je parle de dévotion sacrificielle, le mot dévotion nous renvoie à notre servitude quant aux choses qui ont une valeur symbolique, dont nous n'avons pas choisi le fait que nous considérions qu'elles ont de la valeur, justement. Et c'est pour ça que je considère que les égrégores sont un petit peu au-dessus des humains du libre arbitre, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas d'être affecté, et par conséquent, comment dire, c'est pas une. Je cherche un synonyme de dévotion, mais où la personne aurait un petit peu un libre arbitre, mais bon, je trouve pas, tant pis, je passe. Je passe, next. Bref, vous voyez que ce qui est exposé. Sacerdoce. Pardon? Sacerdoce. Sacerdoce, c'est un mot que j'aime bien. Mais non, ça ne convient pas non plus. Merci quand même. Bref, vous voyez que cet objet de connaissance est assez instinctif, mais qu'il est aussi très difficile à faire. On peut vite tomber dans la superstition, dans la pensée magique, en mode ah, si je me dévoue très fort à mon couple, peut-être que ça va le renforcer. Alors oui, dans un sens, c'est possible. Dans un sens, ça peut aussi n'avoir aucun impact, ou avoir un impact négatif. Peut-on alors vraiment envisager une étude rationnelle de ce monde irrationnel? Souvenez-vous, il n'existe que des fonctionnements, pas des dysfonctionnements. Ainsi, il n'existe pas de monde irrationnel, et c'est là que je peux avoir une certaine critique aussi envers les zététiciens. Il n'existe pas de monde irrationnel, il existe seulement un monde arationnel, c'est-à-dire à côté de la rationalité. Et le monde irrationnel, c'est pour moi, bien sûr, le monde. Et c'est dans ce monde-là que les fake news se diffusent aisément. Vous pouvez maintenant voir, à travers ce prisme, qu'est-ce qui fonctionne. Imaginons, voilà, chez Monsieur M. Chez Monsieur M, c'est l'être humain d'abord. Voici bien ancrée une valeur symbolique, qui sera la réponse à toutes les questions. Qu'est-ce qu'on fait des migrants? On les sauve, les humains d'abord, bah oui. Et l'avortement, bah on autorise. Les femmes doivent pouvoir disposer de leur corps, les humains d'abord, merde. Super. Pendant ce temps, chez Madame P, c'est le français d'abord. Alors voici bien ancrée une autre valeur symbolique, qui sera la réponse à toutes les questions. Qu'est-ce qu'on fait des migrants? Ben, qui rentrent chez eux, les Français d'abord. Et pour l'avortement, quoi? Vous voulez aller en enfer? Laissez naître ces petits Français, merde, les Français d'abord. Bref, dans une communauté angoissée par les OGM, se propagent des mythes qui vont conforter le narratif qui dit que les OGM sont dangereux, comme on l'a vu avec l'affaire Serralini. Dans une communauté plus scientifique, vont se propager des mythes plus scientifiques qui seront peut-être passés par le filtre de la rationalité, de la raison, de la méthode scientifique, et donc ils vont conforter l'égrégore de la raison. Alors, nanana,
Je regarde un petit peu vos commentaires. Ouais, les questions, ce sera après. On est bientôt à la fin. Et donc, si tout est un mythe, on pourrait se demander à quoi bon? Alors évidemment, tous les mythes ne se valent pas. Comme le disait Henri Laborie, le but d'un système nerveux, c'est d'agir. C'est pourquoi j'estime que la pensée mythologique est précieuse. On ne devrait même pas parler de biais cognitifs. Pour moi, les biais n'existent pas. Parce que c'est quand on a pour critère la raison comme sacrée à atteindre que la pensée non rationnelle est vue comme biaisée par rapport à cet idéal. Et ce n'est qu'un idéal. Ce n'est pas ce qui est. Pour voir non pas ce qui dysfonctionne, mais ce qui fonctionne, pour voir ce qui est, et j'ai perdu ma phrase, en réalité, les biais ne sont que des chemins de pensée qui se veulent efficaces ou efficients. Les biais cognitifs ne sont pas des biais, ce sont des chemins efficaces, en gros. On pourrait parler alors de mythes bruts et dire que la raison permet d'affûter des mythes bruts en mythes raffinés, plus fins, plus subtils. C'est ce que seraient les news qui sont fact-checkées, c'est ce que sont les publications scientifiques, c'est ce que permet l'esprit critique, c'est-à-dire affûter des objets de pensée qui sont des mythes et à tendre à en faire des informations. Moi, j'appelle ça dans mon jargon des mythes à haute valeur informationnelle, mais ça reste toujours des mythes pour moi. Bref, vous savez donc que ça demande beaucoup d'efforts cognitifs. Pour ceux qui connaissent un système 2, voilà, ça demande un système 2 qui travaille à plein temps pour affûter justement ces objets de pensée mythologiques. Ainsi, les mythes raffinés de la science et de la philosophie sont voués à se heurter encore et toujours aux mythes bruts des cerveaux à qui ça convient très bien de penser de manière brute, en fin de compte. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un égrégore va exister dans un cerveau et pas dans un autre? C'est la puissance de son mythe, donc sa capacité à mettre en alerte les affections de nos valeurs symboliques. Autant dire qu'à une époque où le multimédia est partout, les affections de nos valeurs symboliques sont convoitées, usitées, secouées dans tous les sens, on est étouffé par une masse d'égrégores qui ont compris comment rentrer dans notre esprit, nous obséder et comment se diffuser mémétiquement. Alors, la mémétique, c'est la science des mèmes, c'est-à-dire des égrégores qui cherchent à se diffuser. Si vous connaissez les mèmes d'Internet, sont aussi considérés comme des mèmes les religions, les produits de consommation de masse, les hand spinners, ou encore dans un camping, le fait de crier apéro et quand tout le monde se met à crier apéro. C'est un mème. Bref, la mémétique se veut être une approche épidémiologique des objets de pensée. Et à ma connaissance, donc, la mémétique n'a pas encore mis le doigt sur le paramètre sacré de son objet d'étude, mais ça reste une démarche scientifique que j'estime tout à fait intéressante. On parlait des émotions primaires tout à l'heure. C'est effectivement par là, par les affects, qu'un égrégore entre dans notre tête. Imaginez alors si ce qui nous affecte, ce que nous aimons, ce qui nous met en colère ou ce qui nous rend triste, soit très exactement les réactions émotionnelles basiques des emojis Facebook. Donc je répète, imaginez que si ce qui nous affecte, ce que nous aimons, ce qui nous met en colère, ce qui nous rend triste, donc ce qui est, pas de témoigner, mais cette empreinte qui est stockée sur les émoticônes Facebook. Donc imaginez si tout ça était stocké dans un big data et que la personne qui détiendrait ce big data, est-ce qu'elle ne détiendrait pas en fin de compte toutes vos portes d'entrée cognitives? Et est-ce qu'en fin de compte, en les superposant des profils qui ont été similaires aux vôtres, est-ce qu'elle ne pourrait pas déjà, avec un faisceau de probabilité, est-ce qu'elle ne pourrait pas déjà savoir qui vous serez l'année prochaine? On peut se demander aussi, pourrons-nous bientôt, oui, donc, acheter notre futur nous-mêmes pour gagner du temps? Puisque avec ce genre de big data, les réseaux sociaux peuvent peut-être anticiper notre personnalité dans un an ou deux. C'est une question qui m'est arrivée hier et que j'ai notée là pour vous la proposer, car je la trouvais intéressante. On peut se demander aussi si une idéologie et si une marque sont des égrégores, alors des entreprises et des politiciens pourraient-ils produire des égrégores dont vous serez le pantin? Est-ce qu'ils ne le font pas déjà? Puisque, après tout, les francs-maçons maîtrisent cette notion d'égrégore. On peut se demander ce qu'ils en ont fait. Et là, les fantasmes conspi peuvent prendre leur pied.
car avec les égrégores, on peut facilement voir des conspirations, des grands sorciers, des pantins fanatiques. Mais on se rend compte très vite que les conspirateurs aussi, eux, ont leurs égrégores. On peut se demander s'ils n'en sont pas des pantins inconscients. Quand un dictateur fait régner l'ordre et la tradition, parce qu'il faut de l'ordre et parce que c'est la tradition, est-ce qu'il est conscient de la vanité de sa vanité? Est-ce qu'il est conscient que celle-ci ne tient sur rien d'autre qu'elle-même? Et si on attaque sa tradition, il pensera user de son libre arbitre, il pensera être un grand personnage historique, quand c'est son égrégore qui lui dictera d'anéantir la résistance et le progrès. Quant à Jean-Michel Progrès, qui lui fantasme sur le transhumanisme pour sauver son âme, n'est-il pas une version moderne du Jean-Michel religion, mais dans une autre sotériologie? Jean-Michel Progrès se dévouera au scientisme et vivra tout angoissé de mourir avant d'atteindre son paradis attendu, c'est-à-dire vivre avec son esprit dans un iPhone. Si c'est là son égrégore, n'en est-il pas le pantin? Peut-on tricher et manipuler les égrégores pour ne plus être un pantin qui ne fait qu'obéir à une dialectique, qui retombe toujours dans les mêmes grands archétypes, puisqu'après tout, on cherche toujours l'immortalité dans un sens ou dans un autre? Eh bien oui, on peut tricher, c'est possible. Il suffit de trouver un égrégore ultime, qui est capable de transmuter tous les autres. C'est celui qui vous donnera un état d'esprit d'immortel. Mais pour ça, il faut être prêt à tout perdre. C'est un parcours qu'on retrouve dans maintes traditions ésotériques. Je n'ai pas besoin de vous montrer le chemin, car je vous ai déjà ouvert la porte. Tous les chemins que vous y tracerez mènent à la source, plus ou moins rapidement. Et si nos objets cognitifs sont faits de mythes, alors vous savez déjà la substance de la réponse. Elle ne sera pas à chercher dans le monde des idées et de la raison, même si un peu de rationalité peut toujours aider, ça reste un outil précieux. Pour trouver cet égrégore ultime, comme dans le voyage du héros de Joseph Campbell, vous allez devoir vous aventurer dans l'endroit le plus dangereux de votre cognition, pour mourir et renaître, afin de revenir à vous avec l'objet de la quête. La fin de ce voyage sera bien sûr un retour au point de départ, mais avec quelque chose de précieux en plus. Et à chaque fois que quelqu'un réussit ce voyage, le monde est sauvé. C'était Trigor le Vaniteux. J'espère que vous avez apprécié cette introduction aux enjeux relatifs aux égrégores et à la métacognition dite trigorienne, c'est-à-dire avec tout son bagage de postulats et de méthodes, dont la prétention est de contribuer à une espèce de physique de la cognition. Souvenez-vous qu'un mythe puissant écrase un mythe médiocre, ainsi vous pourrez observer les égrégores au quotidien. Demandez-vous ce qui fonctionne, qu'est-ce qui est sacré pour les personnes qui vous entourent, quels sont les mythes en présence, et vous trouverez, paradoxalement, par le mythe, ce qui fait la réalité des enjeux en mouvement. Je vous remercie et suis à votre disposition pour un échange cordial et enrichissant, n'est-ce pas? Alors, Guy, je n'ai pas entendu le début, désolé, qu'est-ce qu'un égrégore? Je te résume ça, un égrégore, c'est un objet de pensée qui te manipule. Toi ou un groupe d'êtres humains. C'est une espèce de superstition à la base. Et moi, j'en ai fait une étude un petit peu rationnelle, c'est-à-dire que je me suis demandé dans quelle mesure ça peut être fonctionnel comme point de vue. Et c'est fonctionnel comme point de vue dans la mesure où, tant que des gens pensent à un objet de pensée commun, bah, effectivement, cet objet de pensée commun existe. Ah bah super, Robin a fait tout un merveilleux Robin. Robin t'assure. Oui, donc moi j'aurais une question. Je t'écoute. Est-ce que tu penses que, selon toi, que les égrégores agissent vis-à-vis de notre esprit, ou plus exactement de notre identité, comme des virus qui s'intégreraient à notre génome et nous feraient ainsi évoluer au fil du temps? Comme un virus, oui. Alors c'est marrant que tu parles de génome parce que la mémétique, donc selon Suzanne Blackmore, se veut une continuité du darwinisme avec, tu sais, le gène égoïste de Dawkins. Donc tout se passe comme si le gène se servait de nous pour être. Donc c'est comme si le gène était le premier réplicateur qui se servait de nous pour être. Et ben Suzanne Blackmore donc a théorisé le deuxième réplicateur qui est le même. Et effectivement, tout se passe comme si maintenant dans notre tête, tout se passe comme si dans notre tête, le même se servait de nous pour persister. Et c'est ce qui fait que parfois, même si tu as par exemple des progrès technologiques qui avancent, et ben, certaines sociétés vont rester traditionnelles, vont rester dans leur archaïsme pour faire être leur objet de pensée, car c'est ça qui compte en fin de compte, et c'est ça qui se joue chez eux.
Et est-ce que du coup, parce que tu as dit qu'en fait que ce qui faisait l'efficacité en quelque sorte d'un égrégore, c'était qu'il révélait son côté sacré. Mhm. Est-ce que tu penses que ce côté sacré donc qui s'exprime de l'égrégore, ça correspond à une adaptation à l'environnement si on prend un cadre plus darwiniste? Je n'ai pas compris la première partie et la deuxième partie de ta question. Enfin, le rapport entre les deux. Oui, c'est-à-dire si un égrégore est d'autant plus efficace qu'il est adapté à finalement la structure psychique du groupe Ah oui, oui, d'humains oui, qu'il oui. manipule, Oui, oui. c'est-à-dire en tenant compte notamment des égrégores qui les ont déjà manipulés. Oui, oui, totalement. D'ailleurs, Ouais. dans le bouquin de Suzanne, elle parlait des égrégores religieux, comme quoi leur efficacité un petit peu darwinienne dans le cerveau, c'était le fait que c'était des mythes qui pouvaient difficilement être contredits. Et parce qu'ils peuvent difficilement être contredits, euh, et ben, ils restent prégnants en fin de compte, bêtement. Ce qui fait qu'un égrégore perdure, c'est qu'il est finalement, qu'il confère un certain avantage à celui qu'il manipule en se sacrifiant à lui. Bah, c'est la personne qui se sacrifie pour son égrégore, par contre. Oui, oui, Mais oui, alors, c'est marrant ça j'ai parce bien que, compris, mais est-ce que justement tu veux dire, est-ce que ça apporte un ça, avantage à la personne? à la fois à la personne et à l'égrégore du coup, puisque ça permet à l'égrégore de continuer d'exister et à la Mhm. personne finalement de se croire existante, enfin libre, alors qu'en fait elle ne fait que de se dévouer à l'égrégore. Les deux sont vrais. Après, tu vois, tu me parles de darwinisme, et il y a une phrase dans le bouquin de Darwin que j'aime bien, c'est, je crois qu'il disait, je n'ai pas écrit une théorie de l'évolution, j'ai écrit une théorie de la descendance avec modification. Et j'aime beaucoup cette phrase parce que, en fin de compte, c'est vraiment un putain de jeu de hasard où à chaque fois tu as plein d'itérations plus ou moins pertinentes par rapport à l'environnement. Les plus adaptés survivent, les moins adaptés, bon bah, ont plus de mal à survivre et finissent par disparaître. Et pour les objets de pensée, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que tu peux avoir des objets de pensée qui sont peut-être très très puissants, mais qui vont faire que tous ceux qui les ont en tête vont très très, très vite mourir. Ou alors tu peux avoir des objets de pensée qui vont faire que les gens vont être peut-être plus prudents, etc. Et donc ça va leur apporter un avantage. Mais tu as aussi, c'est marrant parce que quand tu regardes, tu sais, les sectes avec genre les suicides de masse où tout le monde se suicide la même journée devant un gourou, bah, c'est bête parce que c'est un égrégore qui meurt avec sa matière première, qui veut bien dire que, en fin de compte, le jeu darwinien, je pense, n'a même pas pour but la survie. C'est juste des putains de trucs hasardeux qui pop, et parfois t'en as bah, oui, qui ont comme programme de ne pas survivre, et d'autres qui ont comme programme de bah non, toi tu vas survivre en fin de compte. Donc c'est un peu dans ce cas-là une apoptose de l'égrégore, quoi. Une Une apoptose, c'est-à-dire un suicide apoptose. cellulaire. Ouais, bien C'est-à-dire c'est des cellules qui sont programmées pour se suicider pour finalement pour que ça bénéficie à l'organisme entier et pas à elle en tant que cellule individuelle. ah, c'est pas pareil, parce que tu vois, je sais pas si dans le cas du suicide d'une secte, c'est censé bénéficier à qui que ce soit. Je pense que la première raison pour laquelle les gens se suicident, c'est le suicide. C'est que ça devient, ils arrivent à le percevoir, enfin, le narratif du suicide devient quelque chose de romantique pour eux, d'envisageable au sens romantique du terme. Attends, je regarde les commentaires en même temps. Les gens qui se suicident sont des gens qui souffrent, point. Ah, j'aimerais que ce soit aussi simple. Ouais. Parce que finalement, dans ta présentation, on a un peu l'impression, enfin, du moins c'est mon sentiment, que finalement chaque égrégore un peu se bat pour sa pomme et qu'il n'y a pas tellement Ah, de de coopération? solidarité Si, si, alors, inter-égrégore. ouais. Ouais, au niveau de la coopération, en fait, c'est comme s'il y avait des enjeux de compatibilité, tu vois. Comme je disais, Mm. si tu es d'extrême droite, eh ben, tu vas beaucoup laisser passer tous les égrégores d'extrême droite, tu vas t'en nourrir, même si c'est des fake news, etc., tu vois. Si t'es d'extrême gauche, même combat. Si t'es vegan, bah, tu vas te nourrir de news vegan, de mythologie vegan, etc. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc en fin de compte,
c'est comme si ton système nerveux essayait de bâtir un espèce de truc cohérent autour d'une mythologie cohérente. Et oui, du coup, trappes parce qu'ils sont vus comme non, pas compatibles, au revoir. Et t'en as qui sont très très bien intégrés, qui sont les bienvenus. En mémétique, on appelle ça un memplex, c'est-à-dire comme un Un complexe, complexe mimétique, en fait. c'est ça, un complexe de même. Donc tu peux imaginer une structure avec plein d'objets qui sont reliés les uns aux autres. Oui, d'accord, ouais. Je regarde un petit peu les commentaires. Ok, c'est parti sur le suicide. Bon, est-ce que parmi encore toi ou d'autres personnes auraient d'autres remarques ou questions? Peut-être juste par rapport au choix du mot. Je fais assez attention pour l'instant aux mots que j'utilise. Et Mhm, j'adore le mot égrégore, je trouve que ça sonne trop bien et la façon dont tu le disais, ça m'a inspiré. mhm. Mais c'est vrai que quand je check le wiki et l'étymologie, je comprends pas trop comment il est arrivé là, quoi. Ouais, je pense pas qu'il faut chercher une réponse côté étymologie. Moi, je l'ai Mhm. pris par son usage, en fin de compte. Tu sais, l'usage fait. Dans l'ésotérisme. C'est un mot que j'ai pris bah, de tous les mouvements un petit peu superstitieux. Je m'étais un petit peu documenté chez les francs-maçons sur leur site internet. Il y avait pas mal de documents là-dessus. Et j'ai vu que eux essayaient d'en faire un truc un petit peu efficace. Et là, je me suis dit, bah tiens, à quel point ça peut être vrai ce truc-là. Et c'est là que j'ai commencé à travailler le truc. Et du coup, c'est vrai que j'aurais pu peut-être en faire un autre mot ou me revendiquer de la même éthique. Mais puisque c'était ça ma matière première et que en fin de compte, j'aime bien le côté un petit peu romantique, ésotérique du mot, j'ai fini par le garder. Même si au final, tout ce qu'on vient de raconter ce soir, on peut dire que c'est de la métacognition, quoi. On ne fait que penser à nos objets de pensée, à nous et aux ensembles auxquels on appartient. Ouais, en fait, ça me fait fort penser au dogme dont Kant parle dans Critique de la raison pure, ce qui résonne avec ce que tu viens de dire. Et Mhm. vraiment, est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence au point de justifier un nouveau mot ou est-ce que c'est vraiment un choix politique? Donc une différence entre quoi et quoi? Dogme ou quelque chose de certitude première ou des trucs qui se disaient dans ces époques-là. Dans la continuité de ça, moi je voulais te demander quelle différence tu fais entre les égrégores et les conceptions, parce que tu as beaucoup abordé les égrégores comme on nous enseigne les conceptions en psychologie. D'accord, bah, j'ai pas fait d'études de psychologie, donc je sais pas ce que tu entends par conception en psychologie. En gros, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un individu qui va se faire une conception d'un mécanisme du monde, Alors et pourquoi le mot conception et pas représentation? parce que la conception va au-delà de la représentation. La représentation a un aspect visuel, la conception a un aspect compréhensif, inconscient dans le cerveau. Comme D'accord, tu parce le que disais à un moment dans ta présentation, si tu veux, la conception, c'est une création de ton cerveau pour pouvoir expliquer et prédire des phénomènes. est-ce que c'est système 2 ou c'est aussi système 1, C'est-à-dire? la conception? Oui, c'est quoi système 1 ou 2? Ah, Je... je pensais que tu connaissais, excuse-moi, c'est Non, pas de souci. un bouquin de Kahneman sur bah, la psychologie justement. Il raconte que tout se passe comme si on avait en gros un système 1 et un système 2 dans le cerveau. Système 1, c'est la pensée un petit peu pulsionnelle, rapide, à sang chaud. Système 2, c'est la pensée analytique, un peu froide, qui prend son temps et qui justement peut visualiser les concepts, machin. Bah, je dirais que c'est les 2 et pas que ça. Genre, je pense que tel qu'on me l'a enseigné, en tout cas, les conceptions des comment dire? Heu, des liens latents entre les concepts Mmh. qui ne sont pas figés et qui te permettent de prendre des décisions, autant des décisions sur des coups de tête que des décisions très réfléchies. Typiquement, une conception naïve, c'est, pour la lumière. Une conception naïve, c'est de croire que, pour la lumière, pardon, c'est de croire qu'on voit parce que l'on projette de la lumière à travers nos yeux et que c'est, la lumière, pardon, qui rebondit sur les objets et qui revient dans nos yeux et du coup, ça nous donne des informations sur les objets. Ça, c'est une conception qu'ont beaucoup d'enfants et du coup, ils perçoivent le monde au travers de cette conception et D'accord. heu et du coup, ça a des conséquences sur leurs décisions à court et long terme. J'ai l'impression que c'est plus
Un paradigme, ce que tu me dis là? Mmh, ouais, c'est ça, les conceptions, c'est des petits paradigmes inconscients. Je sais pas quelle Ouais. définition tu donnes à paradigme, mais Ben, pour moi, un paradigme, c'est un univers avec des règles. ouais, non, les conceptions, ça peut être, tellement localisé que ça a rien d'un univers. Ouais. Ça peut être tout ça, en fait. Tu peux Bah, avoir je une conception très complexe qui s'approche plus d'un paradigme, une conception très brute, qui s'approche ou une conception, très précise qui va, s'approcher plus d'une croyance personnelle, tu vois? Après, ouais. Alors pour essayer de différencier un petit peu ces 2 concepts, je dirais qu'un égrégore, déjà ça n'existe pas, ce n'est qu'une grille de lecture, tandis que, la conception, elle, peut être, vraiment un objet, un peu matérialiste, tu vois? Ça peut peut-être se mesurer, avec des lumières qui s'allument dans le cerveau ou je sais pas quoi. Après, je sais pas, parfois, tu sais, les gens agissent sans forcément avoir besoin de concevoir quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais justement, en fait, le principe d'une conception, c'est que c'est l'inconscient qui conceptualise sans à la place des gens, en fait. Enfin, c'est pas les conceptions, on y a rarement accès. On fait rarement de la métacognition. Le principe du concept de conception, c'est de se dire qu'il existe des choses, des mécanismes, heu, qui suivent d'ailleurs, cette idée d'évolution un peu, heu Mmh. qui sont latents dans le cerveau, enfin dans le cerveau, dans la cognition humaine, dans la cognition d'un individu qui lui permettent de prendre des décisions sans qu'il s'en rende compte. D'accord, bah, oui, dans ce cas-là, ça me paraît très proche comme concept. Mais alors du coup, pourquoi ou alors est-ce qu'il existe, des études épidémiologiques, des objets de conception? Tu vois ce Ouais, que je veux dire? oui, oui, oui. Parce qu'avec, les égrégores, on tape direct dans les groupes d'humains et dans leurs objets de pensée communs. Est-ce qu'avec les conceptions, c'est envisageable? Il me semble, ouais. C'est pas D'ac l'approche la plus favorisée, mais ouais. après, moi de ce que je percevais de ce que tu appelais des égrégores, c'est, de ce que j'avais l'air de comprendre, les conceptions sont des égrégores, mais tous les égrégores ne sont pas des conceptions. Parce que du Mais coup, genre, j'avais l'impression que ce que tu disais, c'est que genre il pouvait y avoir des égrégores, externes à un individu, voire même genre, la Bible ce serait un égrégore, sauf que la Bible c'est pas une conception. alors, c'est marrant parce que moi, je considère pas la Bible comme un égrégore puisque, en tant qu'objet, ce n'est pas un objet de pensée, cognitif, tu vois? D'accord. Si dans une tribu, personne ne pense à la Bible, il y a pas d'égrégore de la Bible pour eux, même si l'objet existe. Par contre, la Bible est un objet mémétique. Parce que la science mimétique s'intéresse aussi aux objets qui se reproduisent. Donc tout ce qui est hand spinner, la Bible, les Tamagotchis, enfin, tu vois? Tous les objets un petit peu socioculturels, comme ça, sont considérés comme des mèmes, ainsi que certains comportements humains sont considérés comme des mèmes, certaines poignées de main et cetera. Et ouais, ce serait du coup un point de scission que j'aurais avec cette science, puisque moi je ne me concentre que sur les objets de pensée, en fin de compte. Mmh. Ouais, Alors du tout coup, à l'heure, il y Oui. avait, oui, pardon. Oui, il y avait quelqu'un qui s'interrogeait sur l'étymologie d'égrégore. Donc j'ai trouvé dans mon dico de latin là, qui date du lycée, Mmh. egregius, qui se traduit par choisi, d'élite, distingué, remarquable, supérieur, éminent, excellent. Donc je pense que ça vient de là en fait. Mais il y a plusieurs étymologies à égrégore et j'en avais vu une autre comme quoi ça venait du mot, grégaire, donc le côté mouton et cetera. Et ce qui m'intéresse particulièrement dans les différentes traductions qu'il donne dans le dico, c'est supérieur, parce que justement, tu as dit que c'était quelque chose qui s'élevait un peu au-dessus des humains pour Ouais, les manipuler, donc qui en quelque sorte dominait l'homme. mais en vrai, c'est un mot, enfin, je sais pas trop d'où il vient. Je sais que, par exemple, Victor Hugo l'avait utilisé dans un de ses bouquins. Je sais même pas s'il l'avait utilisé en sachant ce que c'était. Je sais que tout ce qui est société secrète, ils connaissent très bien ce mot. Donc peut-être que ça fait partie d'une espèce de socioculture un petit peu hermétique, d'où te vient cet intérêt pour les égrégores?
Peut-être déjà parce que je suis vachement sensible, tu vois, genre je vois une pub pour une pizza, j'ai envie d'une pizza. Je vois un cul sur une affiche, j'ai envie de niquer. Enfin, je suis vraiment un abruti de base, ultra sensible à tout ce qui vient de l'extérieur, et du coup j'ai dû travailler sur moi pour ne pas être un putain de pantin. Et encore, je dis pantin, c'est même pas péjoratif. Mais ouais, je pense qu'au départ, ça vient d'un travail sur moi. Et puis ensuite, j'ai découvert l'alchimie. L'alchimie qui n'est pas une science. L'alchimie, c'est un truc qui parle d'alchimie. Ce truc-là m'a beaucoup parlé parce que plus je m'intéressais à l'alchimie, moins j'y comprenais, et plus ça me passionnait. Et je trouvais ça fou que ça puisse avoir cet effet-là sur mon cerveau. Et en même temps, j'ai toujours été assez observateur des effets qu'ont les choses sur moi. Et du coup, un jour, j'ai compris un truc, c'est qu'en alchimie, on s'intéresse pas aux principes dits profanes, c'est-à-dire le monde tel que nous le connaissons, et on s'intéresse à des principes qui précèdent la réalité. C'est-à-dire que nous ne sommes que la manifestation de principes qui se jouent en même temps que nous, entre guillemets, mais dans une pré-réalité. Et ceci m'a ensuite, quand j'ai découvert la superstition des égrégores, ça a un petit peu fait écho, et j'ai tout de suite compris et pu percevoir intuitivement les égrégores du coup. Et puisque je les percevais de manière un petit peu ludique, ah bah tiens, c'est marrant, toi t'as un égrégore de machin, eux, ce groupe-là, ils ont un égrégore de machin, ils ont le même comportement que les autres abrutis là-bas, bref. Je commençais à vraiment voir le monde en termes d'égrégores. Et un jour, je me suis dit, ben, il faudrait que je schématise un petit peu comment ça peut fonctionner. Donc j'ai fait un petit schéma qui était en fait énorme avec genre 200 trucs qui envoyaient des flèches un petit peu partout, qui se rejoignaient, machin. Et après, j'avais tellement de matière que bah, j'en ai fait un bouquin. Et donc toute une théorie, et ceci m'a amené à étudier toutes ces théories-là m'ont amené à chercher si ça n'existait pas déjà, en fin de compte. Et bien souvent, ça existait déjà. Et donc j'ai été chercher chez certains auteurs, je me suis documenté, j'ai fait des rapprochements entre eux, etc. Et j'ai pu donc découvrir ce que je vous ai exposé ce soir, enfin, ce que je vous ai introduit ce soir. Ah oui, ça fait 50 minutes. Coupe à la fin de ce sujet-là, je pense. Ça fait beaucoup sinon. Ah bah oui. Tu avais une certaine alchimie avec les égrégores. Ah bah oui. Mais tu disais qu'il y avait une réalité des égrégores en premier lieu, etc. Ouais, Et du coup, vu que j'avais lu pas mal que l'alchimie avait eu beaucoup de néoplatonisme dedans, ouais. je me disais si cette seconde réalité c'était un peu celle de Parménide, Alors, je connais pas ni Platon ni Parménide, qui bien est. que, bien que les échos que j'ai eus, je pense que la réponse à ta question serait oui. Ouais, voilà, c'est ça. Mais à vérifier du coup. Et ouais, ça fait quoi? Ça fait 1 heure là, que nous sommes ici. Si vous avez encore des questions, allez-y. Sinon, bah, nous pouvons tranquillement repartir à nos activités. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec moi. Pour ma part, j'ai apprécié ce petit moment avec vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter sur le Discord. Eh ben, merci beaucoup, Trigger, du coup. Je vous propose tous, même si vous voulez continuer sur le sujet, de passer en salle 1 pour marquer un peu la fin de l'événement. Et puis là, du coup, vous pouvez aller un peu partout et puis discuter à force, dévier vers d'autres sujets, il n'y a pas de problème. Bonne soirée. Bonne soirée!